Bienvenue à tous, merci d'être venus à cette soirée. Donc, ce soir, on va parler architecture de production et surtout 2IS. Le but ici, c'est vraiment d'orienter la conversation, la discussion pour des développeurs, des gens qui a priori ne sont pas des ingénieurs système, donc qui ne connaissent pas forcément 2IS, qui en ont une vision plutôt développeur. Or, 2IS, c'est un outil très puissant, qui a énormément de fonctionnalités et énormément de possibilités de configuration, et même de scénarios de déploiement en production. Donc tout au long de la soirée, on va commencer à découvrir 2IS, on va repartir sur les bases, sur le modèle organisationnel de 2IS, on va découvrir certaines features de 2IS, très simples à des features un petit peu plus avancées, jusqu'à aller à des extensions de 2IS qui nous permettent d'aborder des stratégies de déploiement un petit peu plus complexes, ce que j'appelle ici des architectures de production. Avant de commencer, avant d'attaquer, j'aime bien faire des tout petits sondages. Donc parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas développeurs déjà? Ça c'est super pour la cible. Et pardon? Le plus trop. Non, ça, ce qui compte surtout, c'est qu'il n'y ait pas d'ingénieurs système qui connaissent déjà 2IS, puisque vraiment ici, c'est une vision de 2IS orientée développeur. On ne va pas rentrer dans tout le détail de 2IS. C'est une vision macro, plutôt développeur. Et donc, parmi vous, qui se considère comme connaissant déjà plutôt pas mal 2IS? Sans surprise. Voilà. Bon, donc c'est super. Vous êtes venu, vous vous êtes pas trompé d'endroit, vous n'avez pas pris la mauvaise porte. C'est parfait. Donc vraiment, à l'issue de cette soirée, normalement, vous devriez connaître un petit peu plus 2IS. Après, ça demande beaucoup de pratique, mais ce qui compte ici, c'est plutôt d'avoir la culture autour de 2IS. Comment ça s'utilise, comment on peut le déployer. Enfin, en tout cas, dans quelle configuration on peut le déployer. Donc 2IS, c'est le serveur de service web, en gros le serveur d'application .NET proposé par Microsoft. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, qui en est à la version 10 actuellement, et qui gère à la base deux protocoles, HTTP et HTTPS, et qui avec le temps s'est vu ajouter d'autres mécanismes pour gérer des protocoles supplémentaires. FTP, TCP/IP, les namepipes, etc. La première chose importante à propos de 2IS, c'est son mécanisme de versionning. 2IS, il est intimement lié à une version de Windows, à chaque fois. C'est-à-dire que 2IS 10, par exemple, il est lié à Windows 10 et Windows Server 2016. 2IS 8.5, il va être lié à Windows Server 2012 R2 et Windows 8.1, etc. À chaque fois, une version de 2IS vient avec son Windows, et inversement. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que chaque version de 2IS apporte un lot de nouveautés. Et donc finalement, pour pouvoir bénéficier de ces nouveautés, vous devez à chaque fois faire un upgrade de vos OS. C'est un point extrêmement important puisque si vous voulez telle ou telle fonctionnalité de 2IS, soit on va dire en termes de features pures de management 2IS, soit en termes de protocole HTTP, bah vous êtes parfois souvent obligé de faire un upgrade de votre OS. Donc c'est important à prendre en compte. En gros, si demain vous devez démarrer un nouveau projet de développement, si vous voulez utiliser telle feature, je pense à WebSocket par exemple, ou si vous voulez commencer à jouer un petit peu avec HTTP2, bah renseignez-vous dès à présent sur l'architecture cible, les machines en production. Si vous n'avez pas telle ou telle version de Windows Server, bah vous ne pourrez pas utiliser telle ou telle version de 2IS, et donc a priori, certaines features ne seront pas disponibles. C'est un point extrêmement important, la version de 2IS et la version OS cible de votre projet. 2IS donc qui fonctionne avec un modèle objet un petit peu particulier. Vous avez votre serveur à la base. Et votre serveur, il va contenir ce qu'on appelle d'une part les sites, qu'en gros c'est des moyens d'écoute vers l'extérieur, et d'autre part ce qu'on appelle des application pools. Les deux notions sont bien séparées, mais finalement un site doit obligatoirement être lié à un application pool. Et un application pool peut contenir plusieurs sites, peut être lié à plusieurs sites. Le site, vraiment, c'est un mécanisme d'écoute vers l'extérieur. Il va être lié à ce qu'on appelle des bindings, des liaisons sur des protocoles spécifiques. Ça peut être HTTP, ça peut être HTTPS, ça peut être d'autres choses encore, sur des hosts spécifiques. Et puis, c'est lui qui va se charger d'écouter, qui va faire le lien avec le mécanisme d'écoute pour transférer les requêtes entrantes à votre application. L'application pool, lui, il vit un petit peu à côté, et je vais y revenir dans quelques instants. Votre site, ensuite, il peut être découpé en applications. C'est-à-dire qu'un site, sur le port 80 de votre serveur, vous pouvez avoir plusieurs applications. Ces applications-là peuvent elles-mêmes être composées de répertoires virtuels. Donc toute cette grappe d'objets-là, on la retrouve dans 2IS, très facilement. Alors, je vais dès à présent déjà passer dans la console de 2IS.
Alors, vous l'avez peut-être déjà tous vu, j'imagine, cette console, ou sur un OS comme Windows 10 par exemple, vous l'avez en activant une feature de Windows. Il n'est pas forcément présent de base. Donc c'est une feature à activer au niveau du panneau de configuration. Une fois que vous l'avez activé, vous avez ici donc votre serveur qui est représenté dans ce nœud principal, et vous avez un nœud sites. Donc créer un site web, c'est un peu la base. C'est ce qui va nous permettre de créer un mécanisme d'écoute vers l'extérieur. Par exemple, si je veux créer un premier site web que j'appelle test, tout bêtement, je dois le lier à un application pool. C'est obligatoire. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais vraiment, un site web, ça doit être lié à un application pool. Mais un site web n'est pas forcément égal à un application pool. Je veux dire, les deux ne sont pas... Un application pool peut être lié à plusieurs sites web. C'est très important aussi. Votre site web, il doit être lié à un répertoire. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui vont arriver, elles vont essayer d'être transmises vers le contenu d'un répertoire. C'est ce qu'on vous demande de choisir ici. Alors, il y a pas mal de politiques de comment gérer ces répertoires. De base, 2IS a tendance à vous pousser à utiliser un inetpub sur votre disque C. Là, ça dépend des contextes. En général, les ingés système aiment bien déporter ça sur un autre disque et pas forcément utiliser le C inetpub. Bref. Admettons, j'utilise ce dossier chez moi. On me demande ensuite de créer mon binding, c'est-à-dire ma liaison vers l'extérieur. Je dois spécifier un protocole, éventuellement une IP adresse, si j'ai pas envie de toutes les prendre, un port, très important, éventuellement un hostname, donc un hostheader, c'est-à-dire lier ce binding, cette liaison-là, sur un DNS particulier. Je ne vais pas en préciser, donc comme ça mon site web répondra à tout ce qui rentre. Ok, je viens de créer un site web. Ici, si j'ouvre ce petit tick, on voit automatiquement que tout le contenu du répertoire que j'ai ajouté se retrouve référencé ici. Actuellement, c'est juste des répertoires. Mais finalement, mon site web, j'aurais pu placer tout ça sous la forme d'une application. Regardez. Je vais changer le répertoire qui est mappé. Je ne vais plus utiliser celui-là. Je vais aller taper sur un autre répertoire qui ne contient rien. J'ai dû en créer un. Voilà, celui-ci. Hop. Donc si je browse mon site web, maintenant, alors je ne l'ai pas montré juste avant, vous voyez, il n'y a rien du tout. Je me tape une 403, c'est normal puisque mon répertoire est vide. Je vais choisir d'ajouter une application à l'intérieur de mon répertoire. Je vais l'aliaser sous le nom, je ne sais pas, mon appli, peu importe. Elle aussi, je vais la lier à un application pool, comme un website, et puis je vais l'envoyer vers un répertoire différent. Il y a cette notion de répertoire virtuel. Et là, par exemple, je peux reprendre mon répertoire précédent. Hop, je valide. Et donc, regardez, on obtient cette arborescence. C'est-à-dire que mon site web, il ne répond pas. Par contre, si je vais sur mon appli, et que je navigue dessus, eh bien, je vais obtenir mon application. Donc, sur un même website, c'est-à-dire un même moyen d'écoute vers l'extérieur, je peux mettre plusieurs applications qui seront représentées par des URL différentes ici. D'accord ? Généralement, quand des développeurs travaillent avec un serveur 2IS local, c'est ce qu'ils font. Ils ne s'embêtent pas, ils créent un seul website sur le port 80, et puis ils vont utiliser ce mécanisme d'application-là pour déployer leurs différentes applis sur leur poste. C'est pas forcément ce qu'on fait sur des serveurs de prod, on y reviendra plus tard. Bref, ça c'est sûrement la solution que vous connaissez. Je vais revenir maintenant un petit peu sur les application pools. Vous avez vu, quand j'ai créé mon site web et quand j'ai créé la sous-application de ce site web-là, à chaque fois j'ai dû faire le lien avec un application pool. L'application pool, qu'est-ce que c'est ? C'est bêtement le conteneur en mémoire de mon application. C'est le processus qui va exécuter mon application. Ce processus-là, il va pouvoir être lié à une CLR, mais pas forcément. C'est-à-dire que si je choisis de faire un site web ASP.NET classique, je vais devoir lier cette application pool à une CLR, la CLR2 ou la CLR4 selon ma version d'ASP.NET. Mais ce n'est pas obligé. Je peux très bien utiliser une techno qui n'utilise pas le framework .NET tel quel, soit la nouvelle stack ASP.NET, soit du Java par exemple, soit du PHP, peu importe. Et dans ce cas, je vais créer un application pool qui ne chargera pas de CLR. Je vous montre ça juste après. L'intérêt d'avoir un application pool, c'est que ça nous fait donc des conteneurs qui vont nous permettre d'isoler nos différents websites. C'est-à-dire que, admettons votre serveur en prod, il est destiné à héberger 5 applications en parallèle. Donc vous avez créé 5 websites sur des ports différents. Si un des websites commence à partir un petit peu en vrille et est une menace pour votre serveur, le fait
d'utiliser des application pools pour chacun de vos websites, vous les isolez en fait. Si tous ces websites-là étaient hébergés dans le même processus et qu'il y a un website qui commence à partir en vrille, eh ben vous menacez tous les websites parce que c'est l'application pool complet, donc le processus qui est menacé. Par contre, en créant un application pool par website, par application, ben vous prenez moins de risques. S'il y a un website qui plante, il fait tomber son application pool à lui, mais il n'est pas une menace pour les autres processus qui continuent à s'exécuter en parallèle. Donc là encore, souvent, les développeurs ont tendance à pas trop s'embêter, à faire un app pool et puis à mettre tout le monde sur le même. Si demain vous gérez un serveur, c'est pas forcément une bonne approche parce que c'est pas la plus sécurisée, la plus sécurisante en tout cas. L'application pool, c'est vraiment différent du website. Ça, c'est super important comme notion. Votre website, vraiment, c'est le moyen d'écoute vers l'extérieur. L'application pool, c'est ce conteneur logique. Si vous fermez, si vous arrêtez votre website, l'application pool continue à s'exécuter derrière. Donc, en gros, les requêtes qui seraient arrivées sur votre serveur avant que vous éteigniez le website, si elles sont encore en traitement, elles vont toujours être traitées parce que le processus d'exécution sera toujours là derrière. C'est juste que le mécanisme d'écoute sera débranché. Donc il y a bien deux notions. Si demain vous devez déployer une nouvelle version de votre application, il ne faut pas se contenter de couper votre website. Il faut déjà couper votre website pour empêcher les nouvelles requêtes entrantes. Puis il va falloir demander à votre application pool de s'arrêter. Lui, il va finir de traiter les requêtes qu'il a en cours et il va s'éteindre proprement. Donc il y a ces deux notions-là qui sont importantes et qui sont à prendre en compte lorsque vous déployez des nouvelles applications sur votre serveur. L'application pool, je vous l'ai dit, il nous permet d'hoster finalement nos websites dans des processus différents. Il va également nous permettre de spécifier des identités différentes. Tout dépend de votre contexte, mais admettons, toutes vos applis doivent taper sur une base de données SQL Server. Soit vous utilisez des logins type user mot de passe, soit vous utilisez des identités Windows. C'est généralement cette deuxième catégorie qui est utilisée. Eh bien, en utilisant des application pools différents, donc des processus différents, vous allez pouvoir lier chaque application pool à une identité Windows spécifique. Soit une identité gérée par 2IS, mais en vrai, vous allez plutôt avoir un compte de service qui sera créé dans votre entreprise et que votre application pool pourra utiliser. Et c'est ce compte de service-là qui aura les droits nécessaires pour se connecter à la bonne base de données, au bon schéma, avec tous les bons éléments de sécurité sur la base de données. Bref, le fait de segmenter un website par application pool avec une identité correspondante, ça va vous permettre, selon l'application, de gérer facilement vos droits de connexion à une base de données. La notion de virtual account, elle peut être troublante. C'est un truc qui n'est pas forcément compris par les développeurs. De base, votre application pool, il utilise ce qui s'appelle un application pool identity. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque application, 2IS et Windows sont capables de générer une espèce de user virtuel différent qu'il faudra ajouter sur votre serveur 2IS, sur votre serveur SQL. Excusez-moi. En clair, si je repasse ici dans 2IS, que je prends cette application pool, celui-là par exemple, que je regarde son identité, ce n'est pas un compte Windows traditionnel. C'est écrit ici application pool identity. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour chacune de vos apps, 2IS va gérer un nouvel user virtuel. Donc vous devez autoriser cet utilisateur virtuel en plus sur votre serveur SQL. D'accord ? Ici, ce n'est pas un user qui s'appelle application pool identity. Ça serait un user qui s'appellerait 2IS user / et puis le nom de votre appli. D'accord ? C'est super important. Souvent, les gens, ils comprennent pas, ils déploient leur appli sur un serveur 2IS local. La pool utilise cette identité. Ça ne fonctionne pas avec le lien SQL Server, donc soit ici ils commencent à bricoler et brancher ça sur leur compte Windows à eux, soit de l'autre côté ils commencent à autoriser la terre entière. Ce n'est pas forcément la bonne solution. La bonne solution, c'est de regarder finalement quel est le compte ici, et puis quel est le vrai compte qui est généré derrière, le compte virtuel, et puis l'autoriser de l'autre côté. Enfin, attention aux politiques de recyclage. Votre application pool, donc, c'est le processus en mémoire de votre application. Si votre application s'exécute pendant X heures, elle va mettre des choses en mémoire, et puis tout n'est peut-être pas forcément bien nettoyé. 2IS, du coup, a un mécanisme de recyclage, c'est-à-dire faire le ménage dans la mémoire de votre application. Il faut juste faire attention, par défaut, le recyclage dans 2IS, il est configuré sur une base temporelle où il dit en gros toutes les 6 heures, je ne sais plus ce que c'est, mais bon bref, toutes les X heures, on va recycler notre application pool. En général, on va plutôt avoir tendance à changer ce système-là
Pas de désactiver le recyclage complètement, parce que c'est assez important, mais plutôt le configurer à heure fixe. En gros, tout dépend de votre application, mais vous monitorez votre application, vous regardez à quelle heure elle se fait le moins taper par vos clients, et puis à l'heure où il y a le moins de requêtes sur votre application, vous configurez un recyclage. Ça, vous êtes sûr qu'il y a une maintenance, il y a une hygiène de la plateforme qui est faite régulièrement, et vous êtes sûr que ça ne risque pas de tomber en plein milieu de la journée, là où vous auriez potentiellement le plus de clients. D'accord? Alors, toutes ces choses, on les trouve ici dans la console d'admin. On a également à notre disposition un petit exécutable ici dans C Windows System32 Inet SRV, donc le répertoire de 2IS. On peut également trouver un petit exécutable qui s'appelle appcmd. Appcmd nous propose pas mal de commandes et finalement ça va être une commande par-dessus 2IS. Il nous permet de lister nos application pools, lister nos sites web, etc. Un exemple très simple, regardez. Appcmd, list. Alors c'est peut-être pas ça, appcmd, oui, appcmd wp list plutôt. Appcmd wp tout court. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, c'est ça que je cherchais tout simplement. Appcmd list WP, ça c'est ce qu'on appelle des worker process. Je vais y revenir. En gros, votre application pool contient des worker process, des processus tout bêtement. Un problème souvent qu'ont les développeurs, c'est d'identifier quel est le processus Windows qui exécute leur site web. Chaque application pool, je vous l'ai dit, va démarrer un processus. Ce processus, dans le Task Manager, il n'est pas forcément facilement identifiable, surtout si vous avez utilisé le même compte, la même identité partout. Regardez, en fait ce processus il a un petit nom, c'est W3WP, vous l'avez peut-être déjà vu. Ça c'est le processus qui correspond à mon application pool. Vous voyez son username c'est quoi? C'est test, parce que j'ai créé un app pool pour cet objet là. Bref, si jamais j'avais mis tous mes sites web sur des app pools qui ont le même user derrière, ça ne serait pas forcément ressorti aussi clairement. Donc si j'ai envie de pouvoir trouver facilement quel est le processus qui correspond à mon application pool, eh ben, je pourrais prendre ce petit appcmd.exe, faire un list worker process et j'obtiendrai mon processus ID qui correspond par application pool. En gros, j'aurai un petit peu plus d'infos ici. Bref, 2IS, actuellement, la manipulation des API ne sont pas super évidentes. La plupart des choses qu'on fera, ça sera de la manipulation d'XML en fait. Parce que toute la config de 2IS est basée sur des fichiers XML. Ces fichiers ils sont à plein de niveaux. Vous les avez peut-être déjà vus dans le répertoire d'installation du framework sur votre poste ou de 2IS. Regardez, si vous allez dans C Windows, Microsoft.NET, Framework 64, hop, config, ici vous trouverez différents fichiers. Un machine config, hop. Vous avez un web config. Tous ces fichiers-là, c'est les fichiers de config utilisés par votre serveur 2IS. C'est ici notamment que vous avez les sites qui sont décrits, les applications, les modules HTTP, les handlers HTTP, etc. Tout ça, c'est décrit dans ces fichiers web config-là. Et ces web config-là, ils vont marcher par hiérarchie avec les éventuels web config qui sont passés au niveau de vos applications. Par exemple, si je reprends cette application que j'ai créée tout à l'heure, elle aussi, elle a son web config. D'accord? Et ce web config là, en fait, il vient s'ajouter avec celui du serveur. Les deux marchent de façon hiérarchique. Et finalement, tout ce que vous allez faire ici dans la console d'administration, ça va juste venir changer des choses dans ce fichier web config. Par exemple, admettons, je veux jouer sur l'OTANT, je veux désactiver l'accès aux utilisateurs anonymes. Hop. Alors ensuite, j'ai pris le seul truc qui ne marche pas ici. Je vais faire un autre exemple. C'est vraiment le seul truc en plus. Je vais jouer sur la compression. Je vais désactiver la compression du contenu dynamique. Je sauvegarde. Je reviens ici dans mon Notepad++. Il me dit quoi? Il me dit que mon fichier a été modifié. Je le recharge. Et effectivement, vous voyez, automatiquement, ce nœud-là a été modifié. En fait, dans le web config de vos applications .NET, vous avez toujours deux nœuds importants. Système web, c'est la partie configuration ASP.NET, et système web server, c'est la partie configuration de 2IS. Ça, c'est depuis 2IS 7. Avant 2IS 7, c'était un petit peu différent.
Ça fait quelques temps maintenant, je pense que c'est assez peu probable de trouver encore du 2IS6 dans vos contextes, à vous. Bref. Je vais rétablir ça. Notez juste que tout ce que vous faites ici dans sa config, sauf à l'exception de l'authent qui est un petit peu particulière, ça va influer votre web config. Et ces web configs là marchent par héritage. Microsoft a annoncé, et ça devrait pas trop tarder à sortir, qu'ils ont plein de commandelet PowerShell pour manipuler toutes les API de OSIS, en fait les exposer sous la forme de commandes PowerShell vraiment pratiques à utiliser. Et plus ce qui existe actuellement, au final, c'est plus de la manipulation d'XML. Voilà. Je vais reprendre mon slide. 2IS, pour écouter à l'externe, ça se base sur quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler sans vraiment savoir ce que c'est, à savoir HTTP 6. En gros, c'est un driver dans votre Windows qui est présent et c'est lui qui est chargé de gérer les bindings d'écoute vers le monde extérieur. C'est lui vraiment qui va prendre le trafic HTTP ou HTTPS, il gère les deux protocoles, qui va lire tout ça, puis ensuite le passer à 2IS. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bas. Ce petit schéma il est intéressant puisqu'il nous montre un élément super important. C'est qu'HTTP6, il s'exécute en kernel mode et non en user mode. C'est-à-dire que c'est pas un processus Windows, c'est vraiment plus bas. C'est un niveau où la mémoire est partagée. Donc c'est pas du tout là où vos API à vous s'exécutent. Bref, quand vous créez un binding pour votre application dans 2IS, en fait vous allez dans la table d'adressage d'HTTP6, créer une nouvelle entrée. Et c'est lui qui va écouter tout le trafic qui arrive, voir qu'il doit prendre tel trafic et le rebalancer à 2IS à tel website. C'est lui qui fait la magie en fait. Donc la première chose, quand une requête arrive sur votre serveur, à vous, elle va tomber dans HTTP6, lui va consulter cette fameuse table d'adressage, comment gérer ce protocole, comment gérer ce site web là. Vous voyez qu'au passage, il fait rentrer un autre fichier de configuration qui s'appelle l'applicationhost.config, qui est aussi manipulé par 2IS. C'est toujours le même modèle que les webconfig. Et selon ça, 2IS va être capable de prendre en compte votre requête et la passer au bon website, au bon application pool, qui va lui-même démarrer son processus W3VP et qui va ensuite avoir son worker process. Bref, HTTP6, donc si vous le voyez, retenez que c'est le module d'écoute bas niveau de 2IS. Mais ce n'est pas le seul. À terme, si vous suivez l'actualité, avec ASP.NET Core, Microsoft propose un nouveau serveur HTTP qui s'appelle Kestrel. Et ce fameux Kestrel, en fait, vous pouvez l'utiliser déjà avec 2IS. Regardez. Je vais créer un nouveau site web. Alors, je vais enlever mon ancienne application pool. Je vais créer un nouveau website. Pardon. Je vais l'appeler 3T ASP.NET Core, par exemple. Je vais aller sur un emplacement où j'ai publié auparavant une application ASP.NET Core. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'ASP.NET Core, mais en gros, c'est bêtement la nouvelle stack ASP.NET qui a la particularité d'être découplée de 2IS. Les applications actuelles ASP.NET, on va dire jusqu'à ASP.NET 4.6, doivent fonctionner avec 2IS. Cette nouvelle stack-là sait fonctionner autrement. Et quand elle fonctionne avec 2IS, elle sait fonctionner avec autre chose qu'HTTP6 pour gérer le trafic HTTP. Là, c'est le cas de mon application en fait. Ici, donc, j'ai référencé cette application-là. Elle contient aussi un webconfig, mais très léger. Ce webconfig, il exécute juste une petite commande qui va démarrer son propre serveur HTTP, le fameux Kestrel. Et regardez d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que cette application-là, je l'ai publiée avec un framework qui s'appelle .NET Core, qui n'est pas le .NET complet. Donc du coup, qui ne va pas utiliser la CLR classique. Et du coup, ici, je vais lui dire à mon application pool de ne pas gérer de code manager. Parce qu'en fait, c'est plus 2IS qui va charger une CLR pour exécuter du code .NET via ASP.NET. 2IS, il va bêtement se charger de prendre des requêtes que Kestrel va lui donner, les faire passer dans ces différentes extensions, la journalisation, la compression, etc. Puis les passer à une application, à ce processus-là, qui saura les gérer. Mais il n'y a plus de lien managé comme il pouvait y avoir dans ASP.NET classique. Si je vais sur mon application, que je ferme tout ça, j'ai bien mon site web ASP.NET Core qui s'exécute de la même manière, mais avec un application pool qui ne charge plus de code manager. Et derrière, ce n'est plus HTTP6 qui gère le trafic HTTP, ça devient Kestrel. Donc un autre serveur HTTP. Donc ça, c'est l'avenir.
toutes les requêtes, donc, je vous l'ai dit, elles sont traitées au travers d'un tunnel de messages. Ce tunnel de messages, donc, c'est composé de différents événements. Chaque événement, on peut y brancher ce qu'on appelle des modules ou des handlers, qui eux-mêmes peuvent être natifs ou managés. En gros, de manière très générale, ça, c'est une liste des événements qui peuvent arriver. À chacun de ces événements-là, vous avez énormément de choses qui sont branchées. Par exemple, vous allez avoir des modules pour gérer l'authentification, pour gérer la journalisation, pour gérer le cache. Bref, vous allez avoir beaucoup de choses de branchées. Pour voir tout ça, alors je vais supprimer ma petite application encore. Pour voir tout ça, soit vous allez dans le fichier de configuration de votre serveur, soit vous pouvez venir ici dans Handlers Mapping par exemple. Et ici, vous allez voir tous les handlers qui sont attachés, vous voyez, à certaines extensions et qui vont s'exécuter. Et vous pouvez même voir dans quel ordre ils vont être pris en compte. Ça, c'est pour les handlers, donc les gestionnaires qui sont capables de réagir à certains contextes. On voit ici à des chemins, par exemple. .soap, bah, on va faire quelque chose. .cshtml, qu'est-ce qu'on dit pour tous les .cshtml? Bah, on va utiliser un HTTP Forbidden Handler qui va retourner un code 403. D'accord? Les modules, c'est la même chose. Si vous venez ici au niveau de votre serveur, que vous regardez tous les modules inscrits dans votre serveur, vous pouvez les voir hop, dans l'ordre. Puis là, vous allez finalement voir tout votre traitement de requête, en fait, tout ce qui va suivre. À chaque requête qui va rentrer, ça va passer au travers de tous ces modules-là. Chaque module peut être lié à un ou plusieurs événements. Vous voyez, par exemple, vous avez le cache qui est géré ici par un module qui n'est pas natif. Vous allez avoir tout ce qui est l'authentification. Vous allez avoir... il est où? Je ne le vois pas. Bon, c'est pas très grave. Vous avez quelque part le module qui s'occupe de gérer le routage des requêtes. C'est-à-dire que quand vous faites... le voilà. URL Routing Module. Quand vous faites de l'ASP.NET MVC, vous utilisez des routes. Ben ça ne fonctionne pas par magie. C'est tout simplement parce qu'au niveau global de votre serveur 2IS, vous avez cette ligne-là qui est inscrite. Si vous enlevez ça de votre serveur et que vous lancez votre site MVC, vous verrez que ça marchera beaucoup moins. Bref, chacune de vos requêtes, elle passe par tous ces modules-là. Donc, si possible, mais ça demande beaucoup de concertation avec vos admin systèmes, ceux qui gèrent la plateforme, vous pouvez gagner en performance en enlevant tous les modules qui ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces fameux fichiers de configuration, les webconfig, je vous ai dit, ils marchent par héritage. Mais dans un nœud enfant, vous pouvez effacer soit un élément de la collection parent, soit éventuellement toute la collection parent. Par exemple, ici, on fait un remove name et on dit qu'en gros, ça, c'est à placer au niveau d'une application et on sait qu'on ne va pas utiliser d'authentification par formulaire, bah, on désenregistre ce module-là. Donc du coup, il ne va plus s'exécuter. Donc on va gagner un petit peu en performance. On peut le faire pour tous les modules qu'on n'utilise pas. Vous voyez? C'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on peut faire des grosses bêtises en faisant ça, mais si on sait ce qu'on fait, il y a une paire de modules qu'on peut enlever et on peut gagner beaucoup en performance. Il y a des choses intéressantes, des features intéressantes dans 2IS. La compression de contenu, c'en est une. Elle n'est pas toujours activée chez tout le monde, et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est compréhensible. En gros, vos navigateurs actuellement, si vous ouvrez une page internet, vous allez voir qu'ils sont très verbeux quand ils parlent au reste du monde. Hop, par exemple, si j'ouvre IE et que je reprends la toute première requête, qu'est-ce qu'il raconte IE? Il envoie des entêtes. Et il y a une de ces entêtes qui est Accept Encoding. En gros, IE, il est en train de dire au serveur à qui il envoie la requête qu'il supporte gzip. C'est-à-dire qu'il supporte que la réponse soit compressée. Et ça, c'est super intéressant, parce que quelque chose qui est compressé, ça prend beaucoup moins de place que quelque chose qui n'est pas compressé. Donc, votre serveur, plutôt que de lui faire envoyer des réponses telles quelles, vous pouvez lui dire « compresse-moi les réponses ». Et là, vous allez gagner en bande passante. Vous êtes gagnant parce que ça vous coûte un petit peu moins cher, et le client, en général, il est gagnant aussi, puisque ça va aller un petit peu plus vite. Il y a juste un petit inconvénient à éventuellement prendre en compte, c'est que ça peut prendre un petit peu de CPU sur votre serveur. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux types de compression, la compression dynamique et la compression statique. En gros, tout ce qu'on appelle le contenu statique de votre site, ça va être les images, par exemple, un CSS si vous le servez tel quel, bref, quelque chose, une ressource statique. Ça, 2IS le gère très bien en fait. Il va le compresser une fois et il va mettre en cache la compression. Donc ça ne va pas consommer beaucoup de CPU. Après, il a juste à reprendre la ressource déjà compressée et à la servir telle quelle. Le problème, c'est sur les éléments dynamiques. Les éléments dynamiques, ça peut être vos pages ASPX, ça peut être les réponses à une de vos actions MVC, tout ça c'est dynamique.
Ça, 2IS, il a un petit peu plus de mal à le compresser. Ou alors, il faut gérer avec des mécanismes de cache, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, s'il veut le compresser, bah, ça veut dire qu'à chaque requête, il va devoir prendre la réponse et le faire. Il ne peut pas le mettre en cache, c'est pas possible. Enfin, c'est un autre sujet, là. Bref, donc ça va consommer plus de CPU. Ça dépend de votre site, ça dépend de votre serveur, à voir. Vous pouvez y gagner, ça dépend. Mais en tout cas, ne pas avoir la compression sur le contenu statique, en général, c'est pas une bonne chose, puisque la plupart des clients le supportent maintenant. Si, même tous les clients le supportent maintenant. Donc ça coûte pas grand-chose, et ça vaut le coup de le mettre. Attention, dans le cas de ressources comme les bundles dans SPNet MVC, pour 2IS, un bundle, c'est une ressource dynamique, parce que ça n'existe pas physiquement sur le disque, un bundle. Vous savez, c'est votre application SPNet MVC qui va prendre des fichiers CSS, éventuellement les concaténer, les minifier au runtime et servir ça à vos clients. Bah, pour 2IS, ça, ce n'est pas du statique, c'est du dynamique, donc il ne va pas forcément le compresser. Ça a déjà été minifié, vous me direz, mais bon, on peut gagner tout ce qu'on peut gagner, c'est mieux. Bref, c'est là que des solutions comme un task runner pour faire cette concaténation et cette minification peuvent être intéressantes, parce qu'ils vont vous permettre de produire vraiment une ressource minifiée sur le disque que 2IS comprendra directement comme un statique. Voilà. La compression de contenu, c'est très simple. Regardez. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la fenêtre. Si vous voulez l'activer, alors zut, je vais supprimer mon site web. Compression. Voilà. Je mets mon site. Si vous voulez l'activer, c'est très simple. Vous allez aller dans le nœud compression. Et vous avez ici les deux éléments qui sont distingués. Dynamic Content Compression et Static Content Compression. Regardez, je vais démarrer Fiddler. Je vais aller sur mon site web. Oui. Hop. Ici, donc, je vois bien qu'IE demande à avoir du contenu éventuellement en gzip. Et là, dans ma réponse, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le content encoding de ma réponse, c'est un gzip. Donc Fiddler propose de me le décompresser pour moi. On voit bien qu'elle a été compressée automatiquement par 2IS. Et on voit bien ici aussi que 2IS, il me dit attention, l'utilisation de la compression dynamique c'est bien, mais ça peut utiliser des ressources supplémentaires, donc il faut faire attention en l'utilisant. Je le désactive. Je vais faire le ménage ici. Je reviens sur IE. Pardon, c'était pas IE. Je reviens sur Chrome. Je prends ma page. Mon client, il me le demande toujours parce que ça ne change rien du point de vue client. Par contre, mon serveur, vous voyez ici, il propose même plus la version compressée, il envoie directement la réponse complète. Bref, vérifiez. Vous l'avez au moins sur les statiques, c'est le plus important. Si votre serveur le permet, activez-le sur les dynamiques. Donc vous l'activez, vous monitorez, vous voyez comment ça se comporte. Faites attention aux équipements réseau. Si vous avez, il y a certains équipements réseau qui vont vouloir recompresser le contenu eux-mêmes ou qui vont vouloir faire du traitement sur le contenu, par exemple le mettre en cache. C'est pas forcément pertinent de le compresser avant de le passer à ces équipements-là. Il y a des équipements qui peuvent mieux le gérer. Bref, faut faire attention à ça. Je pense à Varnish. J'en parle pas ici, mais le Varnish, c'est un serveur qui peut vous permettre de gérer votre contenu statique à votre place. Vous le servez, mais en fait, il va être mis en cache par le Varnish, et c'est le Varnish qui va en prendre la charge. C'est pas forcément intelligent de compresser les choses et de le passer au Varnish. On va peut-être laisser le Varnish gérer tout ça pour nous. C'est un autre sujet. Hop. La journalisation, c'est un point extrêmement intéressant dans 2IS. Si vous ne l'avez jamais joué avec les logs de 2IS, faites-le parce que c'est vraiment super. Le point important, c'est de ne pas les désactiver. Super, parce que en gros, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de situations ou de comportements anormaux sur votre site web. Au lieu de le désactiver, je vous invite même à plutôt l'enrichir. Donc, le seul point important, par contre, c'est de monitorer l'espace disque utilisé par la journalisation, parce que ça peut vite monter. Et il faut faire très attention à ça. Mais ne le désactivez pas. Exploitez vos logs, c'est-à-dire il y a beaucoup de logiciels déjà qui existent qui vont vous permettre, vous pouvez même faire vos propres moulinettes, de récupérer ces logs-là, de les rentrer, je ne sais pas, dans une grosse base de données, dans un cube, dans ce que vous voulez pour les requêter. Ça vous donnera des stats d'utilisation de votre site web, plutôt que de mettre une énième solution en plus. On aime bien mettre des analytics ou autres sur nos sites web.
ça fait des choses, mais bon, il y a une ressource de base qui est là, c'est les logs de JS. Vous pouvez les exploiter, vous allez voir quels sont les stats d'utilisation de votre site web. Ça vous permettra peut-être de distinguer, de bien mettre en évidence qu'il y a des problèmes de mise en cache de vos ressources. C'est très intéressant à exploiter ces logs. Bref, j'ai créé un nouveau site web. Zut, je vais mettre sur un port. Voilà. Je crée un nouveau site web. Mon site web ça ne fait rien de particulier. Par contre, dans ce site web là, je vais jouer un petit peu avec les logs. Donc, vous voyez mes logs, de base, par défaut, ils vont sortir dans mon dossier 2IS dans un sous-répertoire log files. Okay. Vous pouvez choisir la politique de log à utiliser. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant ici, hop, c'est que si je vais sur mon site web, hop, ici j'ai rien, puisque j'ai pas de contenu dans mon site web. Par contre, je vais pouvoir retrouver des logs. S'il accepte de loguer, super, il le fait pas. C'est bien le 12. Bon, tant pis. On va reprendre des vues. Regardez, ça c'est des logs que j'ai eu tout à l'heure apparemment. On voit, ça c'est les entrées de base. On peut rajouter d'autres champs, mais de base il nous donne le temps, il nous donne la ressource, il nous donne le code. Il ne donne pas le code retour de base. On voit le user agent du client. Ainsi le code il est là-bas. Et on peut éventuellement l'enrichir. Donc ça, vous pouvez le prendre et le rentrer dans une autre moulinette. Ça vous donnera des stats très intéressantes sur l'utilisation de votre site web. Un second, oui, dernier élément. Vous avez une API dans SPNet pour compléter les logs, en fait. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous pouvez faire un appel en C# pour ajouter des choses à la fin dans ces logs-là, dans chaque ligne de log. Là aussi, c'est super intéressant. Vous avez un comportement super bizarre en prod. Et bah, utilisez les logs de JS. Faites un petit patch où vous rajoutez une petite broutille dans les logs de JS et puis bah, vous les parsez derrière pour voir comment ça se comporte. C'est un peu comme si... c'est difficile de brancher un debugger sur de la prod, mais avec ça, vous pouvez avoir des traces. C'est intéressant. En parlant de traces, il y a une extension à 2JS. C'est pas présent de base dans 2JS, mais c'est très intéressant à installer, surtout sur vos postes de développement. C'est le Failed Request Tracing. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser le rewrite dans vos sites 2JS. On en fait moins avec MVC, mais quand on fait du webform, c'est très intéressant. C'est ce qui nous permettait de faire de la décoration d'URL proprement en webform notamment. Ça nous permet aussi de gérer des redirections, des rewrites. Donc le rewrite, c'est un transfert en fait, c'est une redirection côté serveur. Ça nous permet de gérer ça proprement. Vous avez décommissionné des anciennes pages sur votre site, vous voulez les renvoyer vers des nouvelles pages, vous faites des règles de rewrite. 2JS, via une extension qui s'appelle le rewrite, il sait prendre ces anciennes requêtes-là et les rebalancer automatiquement sur les nouvelles pages. Soit avec des redirects, donc en faisant un aller-retour avec le client, soit en faisant un rewrite, donc un bed transfert côté serveur. Le problème des règles de rewrite, c'est que c'est pas forcément évident à débugger. Parce que c'est fait par 2JS, c'est pas fait dans votre appli, c'est fait avant. Et du coup, ça peut être un petit peu galère de comprendre dans quelles règles on est passé. Déjà, je vais vous montrer peut-être à quoi ressemblent des règles de rewrite. Alors, le rewrite, donc, c'est une extension à installer. Une fois que vous l'avez, vous obtenez ici une nouvelle entrée dans la console de 2JS, qui est très simple. Elle va bêtement modifier aussi, comme d'habitude, un fichier de config. Vous ajoutez des règles de rewrite. Alors, il y a plein de templates. Soit vous partez sur une règle vide, soit si vous n'êtes pas forcément connaisseur de la chose, vous utilisez cette petite entrée ici, qui va vous demander en gros quelle est l'URL qu'il va falloir utiliser pour le monde externe. Moi, je peux dire que j'ai envie qu'on aille sur mon site et puis qu'on tape, je sais pas, produit/156, un truc du genre. Et puis là, il me propose un truc très nul. C'est pas grave, on va accepter ce qu'il nous dit. En gros, lui, il va matcher ici sur une regex. Alors, elle n'est pas intéressante, sa regex. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il propose? Ok. Il propose vraiment rien d'intéressant. Il va matcher une regex, et le but, finalement, c'est de prendre le résultat de cette regex-là, si ça match, de renvoyer vers une autre adresse. Typiquement, ce qu'on appelle la décoration, c'est rendre une URL jolie, par exemple produit/156, ou plutôt produit-156, quelque chose du genre. Et de renvoyer ça, si on est en webform, sur une page produit.spx, et de transformer ce 156 en valeur de query string. Vous voyez le principe? Ça, c'est ce qu'on appelle faire du rewrite. Alors, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire à l'ancienne. Hop, je crée une nouvelle règle vide. Je lui donne un petit nom, page produit. Je lui donne un pattern à matcher. Alors,
Là par contre on a cette fenêtre là qui est pas trop mal. Product-156 et puis bah là le but du jeu c'est d'écrire la petite expression régulière qui va matcher ce machin là. Product- poup, 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 poup. On teste. Alors, je dois le faire comme ça. Non. Si j'enlève la parenthèse. Comme ça. Ouais. Ouh. Parfait. Donc je prends cette petite regex. Oui. Nickel. Et je vais dire que bah, tout ce qui est là, je vais le renvoyer sur une autre page qui sera par exemple product.aspx, id égale, et puis là, je vais lui envoyer ce qui a été catché dans mon groupe numéro 1. D'accord? Je valide ça. Et en allant sur mon site web, j'ai mis product-quelque chose, donc c'est ça. 45, poup. Ça fonctionne pas, normal parce que ma page n'existe pas, mais on voit bien que je suis arrivé sur une page product.aspx. Donc j'ai bien eu du rewrite. D'accord? Donc généralement ce genre de situation c'est pas facile à débugger parce que ça se passe au niveau de 2IS. C'est là que le fameux fail request tracing est intéressant. C'est une feature qu'il faut installer, c'est une extension supplémentaire à 2IS. Une fois que vous l'avez installée, vous l'activez. Alors attention, c'est le genre de truc à ne surtout pas activer sur de la prod parce que c'est extrêmement gourmand. Et vous allez pouvoir ajouter des règles là-dedans. Alors moi, je vais lui dire que je veux un peu tout tracer. Je veux plutôt quand même les codes d'erreur, parce que c'est ce qui m'intéresse ici. On va prendre tous les 400 et puis les éventuels 500. Et puis, alors, ça dépend de la granularité de ce que vous voulez. Ça peut être vraiment très verbeux. Pour pas trop polluer l'affichage, moi je vais désactiver tout et je vais prendre que le rewrite ici. Donc, hop. Il doit être par là, et tout en bas. Voilà, je prends juste ça dans mes logs. Et déjà ça, c'est pas mal. Je refais mon erreur ici, et je viens ici au niveau du dossier log de 2IS, c'est son emplacement de log par défaut, et 20h25, c'est bon, ça colle. Il m'a généré un petit fichier XML. Et si j'ouvre ce fichier XML dans quelque chose d'approprié, hop, je vais avoir ici dans Request Detail quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, quelque part par là, voilà, on voit qu'il a commencé à rewriter notre URL, donc à rentrer dans le module de rewrite et à évaluer. Là, j'ai qu'une règle, page produit, donc c'est très simple. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il essaie d'évaluer cette expression régulière par rapport à l'entrée là. On voit que ça, a priori, ça a matché et qu'il a bien su nous renvoyer sur la bonne page. Vous voyez, product.spx, id égale 45. Vous voyez, donc ça, c'est très pratique pour débugger. Je vous invite vraiment à l'activer. Point supplémentaire pour les logs, petite astuce, vous pouvez choisir de loguer l'URL rewritée dans les logs de 2IS. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est-à-dire que si je reviens dans ma règle de rewrite, elle est où? Elle est là. Je peux lui dire de mettre cette URL rewritée dans les logs 2IS. Parce que si vous ne faites pas ça, de base dans vos logs 2IS, vous verrez l'URL qui a été appelée depuis l'extérieur. Donc c'est bien, on voit ce qui a été appelé depuis l'extérieur. Mais d'un autre côté, on ne voit pas comment ça a été rewrité chez nous. Donc on perd un peu. Bref, ça peut être intéressant de cocher cette petite case ici. Ça, c'est le rewrite, et donc une autre extension très intéressante de 2IS, Fail Request Tracing. Vraiment, faites gaffe, ne pas l'activer en prod. C'est réservé à du poste de dev ou de l'environnement de recette. Jamais en prod. Sinon, vous allez avoir des petites surprises. Justement, quand on parle des différences entre prod et dev, ça, c'est super important. Quand vous envoyez une application ASP.NET en prod, jamais de debug. Le debug, en fait, c'est pas optimisé au moment de la compilation. Il y a des choses en plus dedans. Et puis même 2IS, lui, ne va pas le comprendre de la même manière, en fait. Si vous faites du webform, 2IS ne va pas compiler vos pages exactement de la même manière en debug qu'en release. En gros, il a des modes de compilation optimisés quand il est en release. Donc vraiment, jamais de livrable en mode debug, et jamais non plus de debug égale true dans des webconfig. C'est dangereux aussi, sur des environnements de prod. Si vous n'avez pas confiance dans les développeurs, donc en vous-même, vous avez la possibilité de changer ce nœud au niveau de votre serveur 2IS. Vous le faites très haut, au niveau des fichiers de config du serveur, et ça, automatiquement, ça va écraser tous les éventuels debug true qui traînent en dessous. C'est une astuce à connaître aussi.
Tout ceci étant dit, là, c'était un peu un tour d'aspect de 2IS et des différentes extensions qu'on peut y appliquer. Maintenant, on va parler un petit peu plus justement des techniques de déploiement utilisables dans 2IS pour vos applications. Alors là, tout dépend de votre scénario, on va dire de la taille de votre application et de la taille de l'entreprise. Dans des scénarios très simples, vous démarrez un serveur 2IS sur un port particulier, éventuellement sur des ports spécifiques, mais vous avez un mécanisme avant qui va transférer vos éventuelles requêtes qui viennent de l'extérieur sur le bon port d'écoute 2IS. Exemple tout bête, votre site web, au lieu de le mettre sur le port 80, vous allez le mettre sur le port 5000, et vous allez avoir quelque chose entre vous et le monde extérieur qui va forwarder tout le port 80 sur tel DNS vers le port 5000 de tel serveur. D'accord ? Ça, c'est l'exemple, on va dire, le plus simple en général. Le problème, c'est que même dans ces cas très simples, vous pouvez avoir des problèmes de performance sur vos applications. Avant de penser ferme, load balancer et autres, dont on va parler un petit peu plus tard, il y a des solutions beaucoup plus simples. Il y en a une notamment qui s'appelle le web gardening. En fait, tout dépend du type de problème que vous constatez. Mais bien souvent, dans beaucoup d'applications, notamment Webform, vous avez un problème où vous constatez que votre application ne consomme pas beaucoup de CPU. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas de requêtes supplémentaires, elle refuse les requêtes, mais elle ne consomme pas beaucoup de CPU. Pourtant, vous avez une machine très puissante, mais le processus ne monte pas en charge. D'accord ? Le web gardening, c'est une technique à utiliser avec beaucoup de précautions, parce que ça peut prendre beaucoup de mémoire par contre, mais ça va vous permettre de multiplier les worker process. En gros, dans un application pool, plutôt que d'avoir un worker process, vous allez en avoir n, selon le nombre de web garden que vous activez. Et ça peut être une solution intéressante pour réussir à faire un scale-out sur votre application, donc réussir à multiplier le nœud de traitement de votre application. Attention vraiment à la mémoire, parce que la mémoire ne sera pas partagée entre ces différents worker process. C'est vraiment un peu une solution un petit peu bancale, il faut y faire attention. Ça peut aider, mais c'est vraiment si vous constatez une utilisation CPU très faible. Attention également dans le cas des applications stateful, mais bon, ça c'est valable dans toutes les solutions où vous aurez plus d'une instance de votre application. Si votre application utilise des mécanismes comme la session, comme une espèce de cache en mémoire ou autre, bah là vous vous mettez un petit peu en péril, parce que vous n'avez pas la garantie, surtout dans du web gardening, que l'utilisateur tombera toujours sur le même worker process. Donc s'il tombe sur un autre worker process, et c'est très probable avec du web gardening, ce qui va bêtement passer les requêtes à 1 à 1, et si vous allez charger des choses en mémoire pour un utilisateur précis, vous allez les perdre à la prochaine requête, très probablement. Bref, c'est une solution, c'est bien de la connaître, mais elle est un petit peu dangereuse. Pour moi, le point le plus important dans vos applis, avant d'aller en prod, c'est de bien penser à la taille de votre appli. Et quand je parle de taille, je parle de découpage fonctionnel de l'application. Plutôt que d'envoyer un gros bloc monolithique, votre application finie qui fait tout, ça peut être pas mal de la découper en plus petites unités fonctionnelles. On a plein de mécanismes maintenant pour faire des applications, notamment avec MVC, des applications un petit peu plus petites mais qui savent parler entre elles. En plus, avec le temps, il y a beaucoup d'outils qui existent pour automatiser le déploiement de tout ça et c'est assez facile. Donc plutôt que d'envoyer un gros morceau en prod qui gère tous les cas, n'hésitez pas à envoyer plein de petits morceaux que vous allez déployer sur plusieurs websites de votre application. C'est beaucoup plus léger en termes de recettes, par exemple, parce que envoyer un petit bout de votre appli, ça a moins de risque de rendre instable toute l'application. S'il y a un gros bug, vous avez un gros bug dans le petit bout, pas dans toute l'appli. Vous voyez, c'est beaucoup moins risqué pour ça. Ça va accélérer le déploiement, parce que plutôt que de lancer un gros build pour quelque chose de très long, puis un processus de déploiement très long, un processus de recompilation des pages très long, etc., vous allez juste changer un petit morceau. Vous allez optimiser l'usage des ressources en production, dans le sens où, si vous avez un load balancer, et que vous avez bien déployé ça sur différents websites, vous n'êtes pas obligé d'avoir n websites, le même n website de chaque application. C'est-à-dire que l'application, par exemple, du catalogue de votre entreprise, qui est la plus sollicitée, vous allez peut-être la déployer 10 fois. Alors que l'application qui est le suivi de commande, qui est beaucoup moins sollicitée, vous allez peut-être la déployer que 2 fois. Vous voyez ? Vous allez pouvoir optimiser par déploiement. Et ça, c'est très intéressant. Pas déployer des applications qui seront très peu sollicitées en grand nombre. Pour faire ça, il y a plusieurs techniques. La plus simple, c'est de jouer avec les hosts. Malheureusement, ce n'est pas forcément la plus évidente à mettre en place, surtout lorsque vous avez un legacy. Pour faire ça, je vais prendre mon fichier host sur mon poste. Hop. Non, on s'en fout. Il est où ?
il est là. Et puis, je vais créer des faux domaines. Je vais simuler le fait que j'ai un nom de domaine qui s'appelle monsite.com. Et puis, je vais lui mettre des sous-domaines. Donc ça serait votre application métier, monsite.com. Et puis, admettons, vous avez orders.monsite.com, qui serait le suivi de commandes sur votre site. L'idée, donc, derrière ça va être de faire deux websites dans 2IS. Un qui sera lié à monsite.com, qui va servir le gros du trafic, et une autre application à côté, qui vit à côté, qui serait celle du suivi de commandes qu'on brancherait à orders.monsite.com. Cette solution, vous allez voir, elle se met en place en quelques clics. Je vais plutôt faire account, en fait, parce que ça matche mieux avec la suite. Donc, monsite.com et account.monsite.com. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux websites. Donc, je vais leur mettre, peu importe, 3T route. Et puis, je dois avoir 3T. Je vais le mettre sur celui-là, peu importe. Et ici, finalement, je ne vais plus le lier à tout ce qui vient, je vais le lier explicitement. Je vais lui mettre un host header sur monsite.com. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est la racine de mon site web, c'est ce qui va gérer, on va dire, le gros de mes requêtes. Et à côté de ça, je vais mettre un deuxième site qui va être le site chargé de servir, on va dire, l'espace suivi de commandes et autres. Donc lui, je ne vais pas le lier à monsite.com, je vais le lier à account.monsite.com. Pop. Pop. Non. Parce que je vais te mettre sur account.monsite.com. Voilà. J'ai juste enlevé ces machins de tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai créé deux sites web, mais vous avez vu, ce qui compte, c'est que ces deux sites web-là n'ont pas les mêmes bindings. Il y en a un qui est sur l'autre monsite.com et l'autre va écouter sur account.monsite.com. Là, regardez très simplement, si je navigue sur monsite.com, alors je pense que j'ai pas de page, voilà, donc ça me met une 403, mais peu importe. Je tombe sur une application, celle qui est dans 3T ARR route ici, mais si je tape account.monsite.com, bah pouf, je tombe sur une autre application. Là, vous avez vu, ça m'a pris quelques secondes à mettre en place. Donc plutôt que d'avoir une grosse appli qui contient tout mon site, je le découpe en plus petites applis, avec cette approche-là, c'est très facile à mettre en place. Néanmoins, ça demande d'avoir un contrôle sur ces sous-domaines-là, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un legacy. On n'a pas envie de se dire que de changer la manière dont on sépare notre code et dont on déploie notre application, on n'a pas envie que ça pète toutes les URL legacy de notre site web. Pour le référencement, ça serait catastrophique. Pour le monde extérieur, ça serait catastrophique. Il y a une autre approche qu'on peut utiliser qui utilise ARR. ARR, c'est encore une autre extension de 2IS qui s'appelle Application Request Routing. Ça sert à faire plein de choses. Ça sert à faire du load balancing, ça sert à faire un proxy, ça sert à gérer du cache, etc. Mais ça sert à surtout quelque chose qui est du rule-based routing. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ARR, ça va se mettre très tôt, avant que 2IS prenne en charge nos requêtes, et on va pouvoir écrire des règles de rewrite. Mais des règles de rewrite un petit peu particulières, c'est pas du rewrite dans une application, on n'est pas à l'intérieur d'une application, on va être avant. Et finalement, on va être capable de dire, bah, telle requête, je vais l'envoyer vers telle sous-application, et telle autre requête, je vais l'envoyer vers telle autre sous-application. En gros, l'idée derrière ARR, dans notre scénario ici, ça serait d'être capable de gérer des cas où, j'écris ici, mais plutôt que de faire monsite.com et account.monsite.com, je vais garder juste monsite.com, et puis j'aurai quelqu'un qui tape sur ça, bah, il tomberait sur l'instance normale de mon application. Par contre, quelqu'un qui taperait sur ça, par exemple, il va tomber sur une instance séparée qui serait l'instance de suivi de commande. Et finalement, vous voyez, ça, on va pouvoir faire une règle de rewrite, on va pouvoir matcher ce morceau d'URL là pour dire qu'on veut renvoyer tout le trafic vers une autre appli. Alors ARR, donc, c'est quelque chose, une extension supplémentaire qui s'installe et qui vous apporte un nœud ici, server farm. C'est avec ça qu'on va jouer. Donc la première chose que je vais créer, c'est créer une ferme. Ma ferme, enfin je vais en faire deux en fait. Je vais l'appeler mon site underscore account, par exemple. Ok, je vais dire que c'est lié à mon poste local.
Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut servir à faire du load balancing. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de ferme dans laquelle vous pouvez ajouter des serveurs. Là, je suis dans un mode où finalement, je n'ai qu'un seul serveur de JS. C'est juste que je mets un ARR dessus. Et ARR va me servir juste à router dans des applications différentes. Bref. Je vais lier cette ferme à un port un petit peu particulier. Je vais dire que j'avais mis 7000, je crois, tout à l'heure. Je sais plus si c'est ça, je vais vérifier. Ah non, il faut que je mette à jour mon binding. Bref. Je crée cette ferme-là, hop. Et puis, de l'autre côté, dans mon 3T account, ici, je vais changer le binding. Je vais dire que ça n'écoute plus sur account-mon-site.com. Je vais écouter sur mon port normal. J'ai mis 7000, je crois, ici. Voilà. Et là, mon 3T route, c'est lui qui va changer. C'est lui qui va écouter sur l'externe, c'est déjà fait. Hop. Je peux même encore faire un autre website. Ce sera encore plus propre. Je l'ai déjà préparé. Lui, il va écouter sur un autre port, par exemple 7001. Hop, donc je vais créer une autre ferme qui serait mon autre application. J'aurai deux applications, l'application de suivi de mon compte et l'application de tout le reste. Mon site underscore catalogue. Donc je crée une nouvelle ferme. Dans cette nouvelle ferme, je mets encore une fois qu'un seul serveur. Mon serveur local, c'est juste, vous voyez que je mets le port. Et le port ici que je mets, c'est bien, en gros, ça va correspondre au binding de chacun de ces deux sites ici. Il y en a un qui va taper sur un site et l'autre qui va renvoyer sur l'autre site. Une fois que ça c'est fait, je vais venir ici au niveau de mon serveur et je vais aller dans URL Rewrite. Et là, finalement, je vais faire des règles un petit peu particulières qui vont renvoyer vers l'une des fermes ou l'autre ferme selon les cas. Le but du jeu, finalement, je crée une nouvelle règle et je vais dire, on va commencer par mon compte, account. Je vais dire que toutes les requêtes qui arrivent et qui sont de type account/étoile, donc ici je peux lui dire de prendre des wildcards. Je vais lui mettre une petite condition. Je vais lui dire que cette requête qui rentre, elle doit matcher un hôte en particulier, à savoir monsite.com. Ok. Je vais également dire qu'elle ne doit pas matcher un port en particulier, parce qu'une fois que j'aurai fait le rewrite, il ne faut pas que je boucle, enchaîne sur mes rewrites. Donc, hop, ne matche pas le 7000, je crois. Ouais. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me rediriges vers la ferme mon compte. Et hop, ici attention, le groupe de capture il est important, c'est pas tout que je vais remettre derrière, je vais vouloir remettre tout ce qui est derrière account/étoile. Est-ce que j'ai bien mis mon... Oui, c'était bien. Donc ici c'est ce groupe de capture que je veux. Regardez, si je fais un test pattern, si j'arrive avec account/index.html, je teste, vous voyez, moi ce qui m'intéresse c'est ce groupe de capture là, le R1. D'accord? Ça c'est super important parce qu'en fait l'idée c'est que notre application 3T Account, elle ne connaisse pas ce dossier account. Elles contiennent directement ces pages à elles. C'est juste ce mécanisme de routing là qui va faire qu'on crée un faux dossier account. Je crée ma règle, je valide. Je vais en faire une deuxième pour le reste de mon site, mon catalogue. Je vais l'appeler catalogue. Elle, bah, ça sera quoi? Ça sera tout. Donc étoile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer vers l'autre application. J'ai oublié de lui mettre des conditions. Donc les conditions, c'est les mêmes. Il faut que ça matche mon HTTP host monsite.com. Et il ne faut pas que ça matche mon port ni le 7000 ni le 7001. Je vais faire comme ça parce que ça va être chiant sinon. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je renvoie sur mon site catalogue. Puis là, j'ai pas vraiment de groupe de capture, donc je mets tout. Je valide. Hop. Je viens sur mon site.com, la racine. Et là, si je me suis pas planté, normalement, ça mouline. Alors, je peux ouvrir account index.html à côté. Ça mouline étonnamment longtemps. En vrai, je réussis. Forcément.
pourrait peut-être être un petit peu mieux. Non. Bon, bah dommage. Je suis bien sur mon site.com, oui, account index.csh. Je me suis pas planté sur mes ports, j'ai bien mis 7000 et 7001. Ah. Tout. Oui. Bon, bah faudra croire sur parole. Parce que je ne vois pas. J'ai dû rater une règle quelque part, ou me planter dans mes deux règles. Là, comme ça, j'ai pas l'impression pourtant, mais bon. Si je le désactive. Ah bah, celle-là, elle fonctionne. En fait, oui, je dois manger une règle avec l'autre. Étonnamment. Vous voyez, là, ma requête, elle arrive sur mon site /account/index.html, pardon. Pourtant, vous voyez, ce qui est bindé à cette URL-là, mon site.com, c'est bien cette application dans 2IS. Et là-dedans, j'ai rien du tout. Vous êtes d'accord? Il n'y a absolument rien. Et donc, il y a bien ce rewrite qui se fait, que ça repart dans cette application 3T Account, qui, elle, contient ce fameux index.html. Donc, j'ai dû juste faire un truc pas bien dans la règle là, qui fait que les deux doivent boucler à fond, ce qui fait que c'est si long. Mais bon, c'est pas très grave. Tant pis. Donc, ARR, c'est une autre solution pour gérer ce cas-là. C'est juste un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais elle est un petit peu plus proche de la vérité, cette solution-là, puisque quand vous avez une application legacy, vous pouvez difficilement passer sur des hôtes différents. Donc, vous préférez utiliser cet ARR. L'idée, en gros, c'est d'avoir un petit peu quelque chose comme ça. Vous avez, alors, soit vous le gérez avec ce load balancer et différentes fermes, soit si vous êtes beaucoup plus petit que vous voulez qu'un seul serveur web, bah vous le faites comme j'ai fait là, vous installez ARR directement qui va rediriger juste sur le serveur local. Mais là, ce que j'ai fait en local, au lieu de mettre mon ARR qui renvoie juste sur 127.0.0.1, j'aurais pu mettre pour chaque ferme n serveurs, et puis surtout avoir un nombre différent de serveurs. C'est-à-dire ma ferme account, elle pourrait renvoyer sur juste 2 serveurs, et ma firme catalogue, elle pourrait renvoyer sur 10 serveurs différents. Et ARR se chargerait de faire le routage avec son mécanisme de load balancer pour faire tomber sur le bon nombre de serveurs. Attention, néanmoins, ce scénario-là, il faut juste y faire gaffe. ARR, c'est un load balancer du coup qui est logiciel. En général, ce n'est pas le genre de load balancer qu'on aime bien utiliser. On préfère des solutions matérielles. Les plus connus, c'est les produits de F5. Donc, ARR, c'est bien, mais si vous faites typiquement le scénario que je vous ai montré là, vous prenez un petit peu de risque. Parce que si vous avez des problèmes dans ARR, sur votre machine qui hoste ARR, vous n'avez plus de site web. Même si vous voulez faire une ferme d'ARR, il va falloir faire un mécanisme au-dessus pour gérer le load balancing vers votre ferme d'ARR qui va load balancer ensuite vers vos serveurs web. D'accord? Donc finalement, ça, quand vous commencez à grossir un petit peu en application, c'est ce vers quoi vous allez tendre. Plutôt que d'avoir un seul ARR qui renvoie vers une application, vous allez avoir une ferme d'ARR, vous les mettez en actif-actif, comme ça ils sont tous là, et puis vous mettez ça derrière un F5. Et c'est le F5 qui va renvoyer à chaque fois vers un ARR différent, qui prendra ensuite votre requête, qui en renverra vers la bonne ferme d'application. Donc le truc que j'ai commencé à faire juste avant. Et ça, en gros, là, vous vous rapprochez vraiment des canons des applications, de ce qui se fait dans les plus grosses applications, ça fonctionne comme ça. Vous êtes également proche de ce qui se fait dans la plupart des clouds actuellement. Tout fonctionne sous ce mécanisme-là. Donc tout dépend de la taille de votre entreprise et de votre besoin. Ça, c'est le mode plus gros besoin. Ça, c'est le besoin un petit peu plus petit. Sachant que tout ça, ça peut être mis sur le même poste, en fait, sur le même serveur. Ce qui compte vraiment, c'est d'éviter le mode trop monolithique. Enfin, dans tous les cas, dans toutes ces configurations-là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il faut faire super gaffe à vos applications lorsque vous partez sur du distribué. Encore l'autre jour, je parlais avec des développeurs qui me vendaient le fait d'utiliser une espèce de cache mémoire sur leur serveur. Et
Et en gros, déjà, alors ce qui était impressionnant, c'est que ces développeurs ne savaient pas que leur application était derrière un load balancer en prod. Donc il y avait n instances de la même application derrière un load balancer. Donc en fait, s'il n'y a pas d'affinité, ce qu'on appelle l'affinité, c'est le fait qu'un client tombe tout le temps sur la même machine du load balancer. C'est pas quelque chose qu'on aime bien. Il y a plein de types d'affinités. On peut le faire par IP, on peut le faire par session SSL, tout dépend du contexte, mais on n'est pas fan de l'affinité parce qu'en fait, votre application, elle ne devrait pas avoir besoin d'affinité. Elle ne devrait pas être stateful, justement. Si elle est bien stateless, il n'y a pas besoin d'affinité. N'importe quel serveur est capable de traiter votre requête. Bah, si vous commencez à avoir donc des mécanismes de cache en mémoire sur votre application, si vous utilisez des sessions qui ne sont pas partagées ou des mécanismes de session un petit peu bizarres, vous allez avoir un gros problème de scale-out, donc le fait d'avoir votre application répliquée sur plusieurs serveurs. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut penser le plus tôt dans le développement, et pas se dire c'est pas grave, on ne sera pas derrière un load balancer, parce que vous ne le savez pas, en fait, tout simplement. De la même manière, demain, votre application, vous la prenez, vous la déployez sur un PaaS dans un cloud, n'importe lequel, Azure ou autre, bah, vous avez peut-être envie d'avoir N instances de votre application sur des toutes petites machines. Ça coûte peut-être moins cher que de faire une grosse machine avec une instance de l'application. Ça, vous ne le savez pas. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès le début, se dire comment je gère l'état, la mémoire dans mon application, et à penser à quelque chose qui va vraiment être capable de grossir facilement. Un autre point important, dans les, il manque un E, dans vos applications ASP.NET, si vous utilisez par exemple la session, si vous utilisez le viewState, si vous utilisez le cookie d'authentification généré par ASP.NET, tous ces mécanismes-là utilisent une clé qui est située dans un fichier de configuration de votre serveur. Ça s'appelle le machine key. C'est un truc super important. Il faut que toutes vos applications utilisent le même machine key. Sinon, vous allez avoir des petites surprises quand vous aurez un load balancer et plusieurs serveurs. C'est-à-dire qu'un cookie, par exemple, d'authent qui serait émis par une machine, bah, si vous tombez sur une autre machine après, si vous n'avez pas d'affinité, je vous conseille de ne pas avoir d'affinité, c'est généralement pas une solution, bah, l'autre serveur ne saura pas lire votre cookie parce qu'il n'aura pas la même clé. D'accord ? C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.